flow yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi ci ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee ci li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mohamed, bonjour. Bonjour, Bayomar. C'est un plaisir encore une fois de vous recevoir à Objection. Oui, vous étiez à cette même chaise dès l'arrivée des nouvelles autorités. Vous aviez dépeint un tableau très sombre de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, vous êtes encore là pour nous parler de l'évolution de notre économie. En réalité, dites-nous, quel est le diagnostic aujourd'hui que vous faites de la situation économique du Sénégal? Merci de l'invitation. Tout d'abord, permettez-moi de prier en ce jour de l'anniversaire du décès de Feu Babacar Touré, pour le repos de son âme. Et mes pensées vont vers sa famille, au sens large du terme, y compris sa famille Sud Communication, qu'Allah l'accueille dans son paradis. Donc, pour répondre à votre question, Bayomar, j'étais assis ici et j'avais prédit que les 2 premières années allaient être très compliquées. Et je voulais avoir tort, et je savais que je n'allais pas avoir tort, à cause des finances publiques, à cause de ce qui s'est passé durant les 12 ans des Républicains, à cause des manœuvres budgétaires insuffisantes, à cause de la dette, à cause de l'effectif de la fonction publique. Il y avait beaucoup, tous les signaux étaient au rouge. Donc, c'était prévisible, malheureusement. C'est là la réalité. Oui, c'était prévisible, dites-vous. Il était question aujourd'hui de la dette. Une dette qui avoisine les 118% du PIB. Au regard des dernières estimations de la banque londonienne sur ce résultat. Aujourd'hui, vous avez vu encore les agences de notation avec B- pour le Sénégal. Cette note souveraine également pose problème pour notre économie. Des deux, par rapport à cette situation, que dire? Tout était prévisible, hein, et comme je l'ai dit tantôt, il va d'abord falloir qu'on retourne depuis la fin de Abdoulaye Wade, Macky Sall, pour enfin parler de ce régime. Parce que quand Abdoulaye Wade quittait le pouvoir, on avait sous-estimé la dette. C'est ça qu'on appelle le maquillage des chiffres. Parce que le régime d'Abdoulaye Wade avait même des problèmes pour aller dans le marché international financier, dans le marché financier international. Donc, tout le temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de maquiller la dette. Ils essayent de faire des engagements sans couverture budgétaire. En fait, c'est ça qu'on appelle maquillage financier. Donc, tu l'inscris et tu n'es pas encore sûr de trouver les ressources nécessaires. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, quand Macky Sall est venu au pouvoir, il a trouvé un déficit beaucoup plus large que ce qui avait été annoncé par le régime d'Abdoulaye Wade. Donc, quand il est venu les 2 premières années aussi, il avait un énorme problème. C'est là où il y avait le Yonou Yokouté comme programme, mais il n'avait pas encore un programme avec le FMI officiellement. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas aller vers les marchés internationaux pour lever des fonds, pour financer ta politique. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, il a fallu 2 ans d'abord pour tout revoir, les finances publiques, réduire le déficit budgétaire à 3%, qui est la norme dans notre zone, pour enfin pouvoir signer un programme avec le FMI. Et c'est là que le PSE est venu. Maintenant, quand le PSE est venu, il y avait de l'argent partout. Il y avait de l'argent parce que le déficit budgétaire était devenu à 3%, la dette était à 64%, si je ne me trompe pas, 64-65% du PIB. Donc, il pouvait se permettre de s'endetter. Donc, ce qui a fait qu'il s'est endetté massivement durant le premier mandat, ce qui a résulté à des éléphants blancs, des choses dont on aurait pu avoir besoin, mais pas immédiatement. Donc, la première phase du PSE aurait dû être la seconde et la seconde aurait dû être la première. Il fallait insister sur le capital humain d'abord avant d'ériger des éléphants blancs, ce qui a été fait. Et des milliards ont été investis dans des projets sans retour sur investissement. Et vous n'avez cessé de le dire à l'époque.
Effectivement, d'où mon article même, le plan d'infrastructure de Macky Sall va envoyer le Sénégal droit dans le mur. Parce qu'à un moment, il y avait beaucoup d'argent, il fallait juste investir massivement pour la croissance économique. Quand on investit dans les infrastructures, automatiquement la croissance monte. Mais cette croissance ne reste pas localement, elle est extraversée, elle sort. Donc, le premier mandat fut un mandat de bamboula, disons. Des investissements dans des éléphants blancs, des investissements sans retour, des marchés de gré à gré. Et là, on n'a pas fait attention parce que gouverner, c'est prévoir. Maintenant, durant le second mandat, c'est là où les crises se sont succédées. Maintenant, quand les crises se sont succédées, on s'était déjà endetté. Donc, on ne pouvait pas encore s'endetter. Donc, il fallait maquiller les chiffres. C'est là où le gouvernement de Macky Sall a maquillé les chiffres pour pouvoir s'endetter. Parce qu'en ce moment, absolument, absolument. C'est un maquillage de chiffres qui s'est passé. Mais oui, comment vous vous êtes rendu compte quand même de cette situation? Peut-être parce que, pour rappeler à nos auditeurs, que vous avez longtemps travaillé dans les agences internationales de notation, oui, aux États-Unis, dans le milieu des affaires et tout, vous parlez en connaissance de cause. Absolument. Je ne peux pas tout dévoiler, mais absolument. Parce que même durant l'audit qui a été fait, il y avait le logiciel du gouvernement. C'est ça qui a été saboté pour cacher certaines dépenses du gouvernement sénégalais. C'est le logiciel là, logé au ministère des Finances. C'est ça qui a été contourné pour certaines dépenses sans couverture budgétaire. Mais ce que vous dites est grave. Absolument, et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pour vous montrer que c'est une possibilité et ça a eu lieu dans le passé. Et le FMI est au courant de ça aussi. Et il y a eu des gens qui étaient au ministère des Finances qui ont soufflé certaines pratiques au FMI. Et c'est là que le FMI a compris que le logiciel lui-même, c'est là qu'il a été truqué pour faire certaines avances sans couverture budgétaire. Donc, c'est la même chose qui s'est passée sous l'ère Macky. Maintenant, ce n'est pas encore confirmé à 100% comment cela a été fait, mais ce qu'on sait, c'est que cela a été fait. Donc, pour retourner à ma pensée, le deuxième mandat, donc c'est là où les crises se sont succédées. Maintenant, quand les crises se sont succédées, on ne pouvait plus s'endetter à un moment parce qu'on s'était déjà endetté massivement durant le premier mandat de Macky Sall. Donc, durant le second mandat, ce qu'il fallait faire, c'est soit maquiller les chiffres pour aller s'endetter, ou bien faire avec la situation et ça allait être le chaos total. Ça allait être le soulèvement social parce qu'il n'y aurait pas eu d'argent pour les Khayundaouni, pour aider les gens et tout cela. Donc, il n'avait pas un autre choix. Mais vous aviez alerté en disant que tel a été le constat. Il n'y avait plus de marge de manœuvre pour les nouvelles autorités. Absolument. Donc, là, c'était prévisible aussi, hein, parce que le gouvernement de Macky a fait la même chose aussi. Ils ont maquillé les chiffres et quand cet actuel régime est venu au pouvoir, ils ont voulu mettre carte sur table, ces nouvelles autorités. Donc là, c'est un choix politique. Hein. Oui. Certains diront qu'il ne fallait pas le dire, d'autres diront qu'il fallait le dire. Vous, en tant qu'expert sur la question, oui, à leur place, que feriez-vous? La même chose? J'allais faire la même chose. Ouais, c'est mieux de dire la vérité aux financiers parce que tôt ou tard, le FMI allait savoir. Tôt ou tard, le FMI allait savoir. Mais le FMI a une part de responsabilité dans une telle situation. Pas complètement, parce que le FMI se base sur les documents que vous lui fournissez. Donc, quand vous êtes une nation souveraine, le FMI ne peut pas venir carrément dans votre logiciel, dans vos ministères pour savoir ce qui se passe. C'est à vous de fournir le document au FMI. Donc, le FMI se base des documents dont vous lui fournissez. Parce que tout ce dont vous avez besoin, c'est juste un programme, la signature du FMI pour pouvoir lever des fonds sur le marché international. Infini, c'est ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y a pas de programme. C'est ça qui rend ça difficile. Ce qui fait que finalement, en sachant que la situation est celle qui vous a été décrite, pourquoi vous retardez justement la signature? Parce que quand les nouvelles autorités sont venues, ils ont fait le choix de la transparence. Ils ont voulu dire au FMI et à tous les partenaires financiers que l'ancien gouvernement a dit que c'était 90% du PIB, alors que c'est 119% du PIB. Donc, quand ils ont déclaré ça, automatiquement, il faut que le FMI audite. Donc, un cabinet a été envoyé ici, ils ont audité et ils ont confirmé ce que le Premier ministre avait dit. Ils avaient parlé dans un premier temps de 99, avoisinant les 100% du PIB. Et là, on se rend compte que c'est 119. Que c'est 119. C'est 119. Avec 119%, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Dans les suivis, la notation B-. Ouais, tout ça, c'était prévisible. C'est en connaissance de cause que le Premier ministre a dit ça. Mais mieux vaut être transparent avec les partenaires financiers. Parce que tôt ou tard, ils sauront. Vous ne pouvez pas maquiller une dette pendant très, très longtemps. Parce que tôt ou tard, cette dette va
va surgir de quelque part. Donc, c'est comme ça que cela s'est passé. Quand ils ont fait ce choix-là, le FMI s'est arrêté. Il a dit, je ne peux pas signer un programme avec vous tant qu'on n'audite pas les finances publiques du pays. Donc, en ce moment, les finances publiques ont été auditées et le FMI doit être au Sénégal en fin août, normalement. Il doit venir ici, aller dans le sens de signer un programme. Tant que vous ne signez pas un programme avec le FMI, vous n'avez pas le cachet officiel pour pouvoir vous lancer dans le marché international. Mais beaucoup avaient pensé que ce retard de signature était lié à un problème justement de vérification de la réalité de ce que le Sénégal avait déjà donné comme explication. Tout à fait, parce que là, le FMI joue un rôle d'arbitre. Parce que l'ancien régime dit que c'est 90%, disons, le nouveau régime dit que c'est 100%, donc le FMI ne peut pas se baser sur deux dires qui sont un peu contradictoires. Donc il fallait un arbitre, ce cabinet qui est venu sur place, pour pouvoir auditer les finances publiques. Une fois que cela a été fait, donc le FMI se base sur ce cabinet-là, les résultats du cabinet, pour pouvoir enfin venir valider et signer un programme. Donc tant que vous n'avez pas ce programme, vous ne pouvez pas avancer. C'est pourquoi il est impossible, depuis que le nouveau régime est sur place, d'investir dans les infrastructures massivement. Et donc, qui a eu raison finalement? Bon, ce qui aurait pu être fait, par exemple, disons, s'ils n'avaient rien dit, ils auraient pu bénéficier de financement, mais tôt ou tard, le remboursement du service de la dette allait faire problème. Et là, ça allait être encore pire parce qu'on aurait eu fait défaut de paiement sur le service de la dette. Et ça, c'est catastrophique. C'est la faillite, entre guillemets, de l'État. Donc, ce qu'ils ont fait, ça va être dur les 2 premières années, mais au-delà des 2 premières années, si les populations sont patientes, là, ils verront les résultats. Parce qu'après les 2 premières années, là, ils pourront aller vers le marché international, lever des fonds et venir et faire leur politique. Les 8 pôles dont ils parlent, les 8 pôles territoriaux, là, ils pourront financer les 8 pôles territoriaux et investir massivement dans les infrastructures de ces 8 pôles territoriaux, ce qui va affecter la croissance du pays. Affecter la croissance du pays, justement, on en est à l'heure du diagnostic. Vous avez expliqué la situation. Vous avez également expliqué l'état de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, il est annoncé un plan de redressement économique. Quelle forme et quel fond ce plan va-t-il prendre aujourd'hui? Quelles sont les zones de résistance et quel est le lien avec les partenaires financiers internationaux? Aujourd'hui, d'abord, sur ce plan de relance économique, oui, de ce point de vue, quelle forme pour quel défi finalement? Quand on parle de plan de redressement, quand on redresse, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et l'état actuel de l'économie nous montre que les choses ne vont pas. Donc, pour redresser, il va falloir faire des choix difficiles, très difficiles. Mais heureusement que nous sommes vers la fin des 2 premières années. Heureusement qu'une signature est en vue avec le FMI. Donc, ce plan de redressement, c'est plutôt pour assainir les finances publiques vers le futur, se projeter vers le futur pour voir exactement comment être transparent dans les finances publiques, comment faire le choix des investissements, quel investissement privilégier par rapport à un autre investissement, les choix, les investissements qui ont un retour sur investissement. Mais d'abord, Mohamed Dia, dites-nous, qu'attendent concrètement les Sénégalais de ce plan de redressement économique? Quelles sont les attentes réelles? C'est de voir les prix baisser, Général, oui. de voir les prix baisser, de voir un indice de développement humain qui devient meilleur. Mais malheureusement, ce n'est pas ça un plan de redressement. Un plan de redressement, c'est serrer les ceintures d'abord pour des lendemains meilleurs. Donc, par exemple, l'effectif de la fonction publique, ça a explosé sous Macky Sall. Ça a explosé. Donc, le choix rationnel serait de réduire cet effectif, mais c'est impensable. On ne peut pas faire certains choix en ce moment. Mais économiquement parlant, ce qu'il fallait faire, Il est question d'assainir. c'est ça. Et pour assainir, la masse salariale elle est trop importante pour l'État. L'État ne peut pas vraiment supporter cette masse salariale parce qu'on a vu un recrutement massif vers la fin du régime de Macky Sall. Donc, normalement, ce qu'il fallait faire, c'est réduire l'effectif de la fonction publique. Mais de nos jours, c'est impensable. Donc, il y aura certaines choses qu'ils pourront faire, certaines choses qu'ils ne pourront pas faire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire les choix, la rationalisation, faire les choix sur les investissements. Les investissements avec le privé national, bien sûr, pour les 8 pôles territoriaux. Donc, et assainir les finances publiques. Mais d'abord, il faut commencer d'abord par prendre en compte les réalités sociales et les inégalités territoriales dans l'élaboration de ce plan. Absolument. Donc, ce qu'il faut faire, par exemple, l'énergie. Si vous prenez l'énergie, les subventions énergétiques, on subventionne pour tout le monde, ceux qui en ont besoin et ceux qui n'en ont pas besoin. Donc, ce plan de redressement va prendre en compte les
inéquités. Donc, parce que vous ne pouvez pas être à Dakar, avoir un bon salaire et vouloir payer la même chose que celui qui est au village. C'est impossible. Donc, les subventions doivent être très visées. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il peut faire. Quand vous dites viser, c'est catégoriel. Ouais, ça c'est ça. Surtout par rapport à la consommation, certaines choses se font, mais il faut aller beaucoup plus. Il faut diminuer les subventions énergétiques en quelque sorte. Ah oui? Et là, ça fera mal aux gens qui en ont les moyens, aux ménages qui ont les moyens. Donc, il faut prendre de ceux qui ont les moyens pour reverser vers ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, certaines subventions, si vous n'en avez pas besoin, il ne faut pas les faire. Il faut cibler les subventions. Les exonérations fiscales aussi, il faut les changer. Il ne faut pas exonérer n'importe quelle entreprise. De ça, vous insistez sur les axes prioritaires. Ouais, tout à fait. Quand vous insistez sur les axes prioritaires, quels seront selon vous les secteurs prioritaires, agriculture, énergie, emploi ou même industrie locale de ce plan de redressement économique? Enfin, ce plan, c'est à court terme, moyen terme et long terme. Oui. Parce qu'il n'y a aucun plan de redressement qui peut régler tous les problèmes à court terme. C'est impossible. Donc, c'est une vision. C'est comme d'évaluation en 1994. Le Sénégal voulait à coûte que coûte éviter cela. C'est pourquoi il y avait le plan Saholoum. Ça n'a pas marché. C'est pourquoi la dévaluation C'est la même situation? C'est la même situation. Enfin, quand il y a redressement, c'est un plan qu'on met en place. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, le combat, ce sont les finances publiques. Okay. Il faut qu'il s'attaque aux finances publiques. Il faut réduire le déficit budgétaire le plus tôt possible, qu'on ramener vers 3%. Mais comment concrètement? En créant de la richesse qui reste sur place, en élargissant l'assiette fiscale et en réduisant certaines dépenses, ce qui est un peu paradoxal parce que pour avoir de la croissance, il faut augmenter les dépenses en infrastructure. En ce moment, il n'y a pas assez de moyens pour commencer les infrastructures, un plan d'infrastructure. Donc, c'est un peu compliqué, c'est entre le marteau et l'enclume. Oui. Donc, il faut naviguer, vraiment faire très doucement et essayer de voir comment faire un swap de devises pour la dette. S'attaquer à la dette d'abord, il faut avoir un plan, swap de devises, parce que nous sommes un pays qui n'a pas sa propre monnaie. Donc, on s'endette plus en euros et en dollars. Donc, ce qui fait que quand le dollar monte, grimpe, notre dette grimpe. Il y a une corrélation. Le plus en plus, ils vont sur le marché domestique. Voilà. Parce qu'ils ne peuvent pas aller international sans programme avec le FMI. Ce qui fait qu'ils s'attaquent à ce marché et ce marché ne peut pas vous donner assez d'argent. Donc, il y a le diaspora bond, mais tout cela, ça prend du temps. Mais dans l'immédiat, ce sont les finances publiques. La dette, essayer de réduire la dette, faire un swap de devises, essayer de reprofiler certaines dettes qui ont été héritées, malheureusement, et réduire la dette, le déficit budgétaire, et là, on pourra attaquer le marché international pour pouvoir investir massivement. Il va falloir que les Sénégalais soient très patients. Les 2 premières années, comme j'avais prédit, bon, là, il reste un peu. Donc, dès qu'un programme est en place, là, ils pourront s'attaquer au marché. Justement, il est question de discuter sur ce plan-là, quelle forme, dans le fond également, mais peut-on espérer une rupture structurelle ou s'agira-t-il d'une simple continuité sous un autre discours? Rupture structurelle, ce sera impossible à ce moment. Donc, ce plan ne peut pas être un plan qu'on peut implémenter dans l'immédiat. Ça va être un plan à court terme, long terme, parce que c'est un plan, c'est un master plan en fait, ce plan de redressement. C'est un master plan que le gouvernement va utiliser pour les 3 ou 4 prochaines années à venir déjà. Donc, dans l'immédiat, on ne peut pas faire quelque chose de grandiose. Parce que tout ce que vous faites, ça peut affecter les ménages d'une manière négative. Donc, ce plan de redressement va plus s'attaquer aux entreprises, disons. Parce que tant qu'il n'y a pas les 8 pôles territoriaux, on ne peut vraiment rien faire. Tant qu'il n'y a pas l'argent, on ne peut vraiment rien faire. Et pour avoir cet argent, il faut signer un programme et il faut réduire le déficit budgétaire à 3% et la dette à 70%. On peut faire un rebasing du PIB, par exemple, parce qu'il y a eu d'autres richesses, d'autres secteurs d'activité et tout cela. Donc ça peut aider quand on fait ça. Donc, parce qu'il faut que la dette revienne en deçà de 70% pour pouvoir s'endetter encore. Et le rebasing est une solution? C'est une autre option. Le Nigeria vient de le faire. Donc, ce sont des options légales qui sont à votre disposition. Mais bon, c'est une façon de dire que j'ai besoin de respirer, quoi. Je maxifixie. Les gens évitent de faire ça, les États d'habitude. Mais quand on n'a pas le choix, on utilise tous les moyens légaux. Et ça, c'est un moyen légal qu'il faut faire. Faire le rebasing, un swap de devises, réduire le déficit budgétaire et puis rationaliser surtout les dépenses parce que l'État gaspille énormément. Donc, il faut rationaliser les dépenses. Et ça, ce sont... en fait, la question revient sur quel axe prioritaire pour aller un peu essayer de mettre la main
quel axe prioritaire privilégier dans le cas d'espèce? Ça va être un peu compliqué, hein, parce que il faut toucher un peu du tout. Bah, parce que les finances, c'est pas une science très exacte. Tu fais, tu attends les résultats. Oui. Tu fais quelque chose d'autre, tu attends. Ça, c'est un cumul de choses que vous allez faire pour essayer de trouver le résultat escompté. Donc, c'est ça qui rend ça un peu compliqué. Parce que dans le contexte actuel, il est difficile de parler de plan de redressement en essayant de voir du point de vue de la forme comme dans le fond, où justement aller mettre le curseur, par exemple. Quel axe où mettre le curseur parce que pour marquer justement cette volonté de redresser. Ça va être la rationalisation, inéluctablement, peut-être réduction de salaire, des salaires. Ah oui. Ça peut être une option pour marquer le coup, montrer vraiment qu'il y a cette volonté. Mais ça ne vaut pas la peine de faire très mal parce que ce qui reste n'est pas long, en fait. C'est ça que je veux dire. Sur le plan de redressement, il ne faut pas toucher au salaire, il ne faut pas toucher à l'effectif de la fonction publique, il ne faut pas toucher à... On peut, pour expliquer ça d'une manière beaucoup plus simple, Oui. l'État n'a pas encore les moyens. Ah mais justement. Et pour trouver ces moyens-là, peu importe le redressement qu'on fera localement, on ne pourra pas mobiliser ces ressources en peu de temps. Et d'où viendra justement le financement du plan de redressement? Sera-t-il soutenable à moyen terme, par exemple? Le plan de redressement, en fait, c'est fait pour réduire Oui. le coût, l'État, le coût de l'État, les dépenses de l'État. Donc, pour réduire les dépenses de l'État, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est réduction en train de vie, c'est réduction des salaires de l'État, c'est réduction des avantages. Et quand vous faites ça en ce moment, là où l'économie est déjà, la situation est morose, ça va être compliqué. Donc, ce plan de redressement, c'est un plan de redressement, même à court terme, c'est pas très opportun. À moyen et long terme, en fait. Il va falloir trouver une nouvelle stratégie. Serait-il une stratégie d'endettement, par exemple? Au début, oui. Et ça, c'est inéluctable. C'est pourquoi je m'attaque aux finances publiques, au déficit budgétaire Oui. et au service de la dette, le remboursement de la dette. Parce que tous ces petits montants-là, relativement petits pour un État, ces montants ne pourront pas faire grand-chose dans le développement, dans la croissance économique du pays, pour créer de la richesse, pour créer des emplois. Ce qu'il faut faire, c'est investir massivement dans les infrastructures. Et pour investir massivement dans les infrastructures, ce n'est pas un plan de redressement. Vous avez une stratégie d'endettement ou bien même de partenariat public-privé? Les 8 pôles territoriaux, partenariat public-privé. Pourquoi? Parce que ça ne s'enregistre pas dans ton budget. Ça ne va pas à l'encontre du ratio de la dette PIB. On ne comptabilise pas ces genres de dépenses-là parce que c'est un PPP. Donc, essayez de trouver des partenaires qui sont d'accord de venir en PPP. Essayez d'utiliser le privé national autant que possible. Hein? Même si ce privé national a besoin d'aide, mais l'État doit l'accompagner, ce privé national. Mais les 8 pôles en PPP. Comme ça n'affecte pas la dette. Une fois cela fait, même dans la réalisation des 8 pôles, il y aura une croissance qui va rester sur place. Parce qu'on emploie les jeunes de ces territoires et puis c'est la main-d'œuvre locale, ce sont les produits locaux, tout cela, donc ça va rester ici. Ça sera une croissance qui va rester ici. Même si elle est à 4% et qu'elle reste ici, c'est mieux qu'elle soit à 9% et qu'elle soit extravertie. Donc il faut inéluctablement s'endetter. Mais pour s'endetter, d'abord, il faut jouer avec les leviers économiques et financiers qui sont à notre disposition. Lesquels? C'est le déficit budgétaire. C'est le ratio. Donc, rebasing du PIB déjà. Ça, c'est inéluctable. Et puis, essayer de réduire le déficit à 3%. Et essayer d'avoir un programme avec les FMI et là, attaquer le marché international. Parce que là, je suis sûr que quand on va s'endetter, cette fois-ci, les ressources mobilisées vont être très bien allouées. Mais on a parlé de partenariat, de possibilités de partenariat public-privé. Dans l'état actuel, donc, du niveau de notre secteur privé, est-il possible de faire quelque chose? Entre PPP national ou bien? Oui, national, oui. National, on n'a pas trop les moyens, mais il faut les accompagner quand même. Même s'il y a un partenaire public-privé étranger qui vient, il faut l'associer à un local, un privé national, pour le transfert de compétences, l'accompagnement, et aussi parler à ses partenaires pour que la plupart des acquisitions se fassent localement, pour que cette richesse puisse rester
au Sénégal. Mais c'est difficile de trouver, de diriger ces pôles territoriaux en partenariat public-privé. Parce qu'en partenariat public-privé, quand vous mettez quelque chose en place, vous vous faites payer par cette chose. Comme l'autoroute Ila Touba, vous mettez ça en place. Disons, si c'est un PPP, ils vont prendre les rentes du péage, disons, jusqu'à ce qu'ils se fassent repayer. Donc, ils peuvent rester dans votre pays pendant très longtemps. Il y a des clauses un peu dangereuses en PPP en cas de défaut de paiement. Et alors, de ce point de vue, quel mécanisme alors pour assurer la transparence et la redevabilité? Quel mécanisme? Transparence sur les finances publiques? Oui, bien. oui. Une fois que qu'un programme... On parler de plan de financement. Il faut que ce soit aussi suivi d'un mécanisme de transparence et de redevabilité. Absolument. Donc, une fois, il faut d'abord mobiliser les ressources. Une fois sur place, là, il faut essayer de créer, pas créer, il y a déjà les organes qui sont là, les organes de contrôle. Et vraiment savoir que chaque franc CFA qui est dépensé, c'est le franc CFA du Sénégalais, du contribuable sénégalais. Donc, c'est très important de voir où allouer les ressources mobilisées. Donc, là, je suis sûr qu'avec ce nouveau régime, je suis sûr que ce ne sera pas ce problème qu'ils auront. Parce que c'est ce qu'ils ont prôné, c'est ce qui les a amenés ici. Donc, ils ne vont jamais, je ne pense pas, à mon avis, faire un... Mais quel mécanisme dans la réalité? C'est existant, hein? Tous les mécanismes sont là. Ils étaient sous Macky, sous Wade, mais c'est un choix politique qu'il fallait faire. C'est un choix. Est-ce qu'il faut suivre ces organes de contrôle ou bien il ne faut pas les suivre? Politiquement, ce n'est pas bon de les suivre si, par exemple, ceux qui travaillent avec vous ne sont pas transparents. Mais avec ce Premier ministre, Ousmane Sonko que je vois, je ne pense pas qu'il va suivre les organes de contrôle. S'ils disent que telle personne a détourné, telle personne sera démise et mise en prison. Alors, de ce point de vue, pour rappeler à nos auditeurs, vous suivez votre émission Objection qui reçoit Mohamed Dia, il est expert financier. Alors, toujours dans le cadre du plan de redressement économique qui est annoncé, anticipons sur les défis et résistances. Oui, de ce point de vue, quels sont les principaux obstacles à la réussite d'un tel plan? Je parlais, par exemple, oui, il peut y avoir des résistances de ce point de vue, lesquelles, justement, du point de vue administratif, poids de la dette ou même dépendance extérieure. Où proviendrait, oui, ce risque de résistance? Pour le plan de redressement? Oui. Pour qu'il y ait risque de résistance? Oui. À quel niveau? Des obstacles, je veux dire. Ouais, il y aura des obstacles, tout à fait. Bon. Oui. Parce qu'un plan de redressement n'a pas nécessairement besoin d'argent. Un plan de redressement, il est mis en place pour soutirer de l'argent, pour amener de l'argent. Bien sûr, il y aura de la résistance par rapport à la rationalisation, par rapport aux fonctionnaires qui sont sur place, parce que ça va plus affecter les fonctionnaires, par rapport aux élus locaux, parce qu'il faut toucher à tout pour essayer de mobiliser les ressources. Par rapport au poids de la dette, en termes d'obstacles? Pas tellement, hein, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec le rebasing et tout ça, donc le poids de la dette ne peut pas être un obstacle face à un plan de redressement, parce que le plan de redressement, c'est pour redresser les problèmes qui sont là. Et la dette extérieure? Dans la dette extérieure, la dette intérieure, pour moi, il faut favoriser la dette intérieure. Ça, ce sont les obstacles. Mais le plan de redressement est là pour trouver une solution par rapport à ça. Et la dépendance extérieure, ça ne peut pas justement constituer un obstacle? Sur quel plan? Sur le plan, par exemple, de la dépendance extérieure, le fait de dépendre à l'aide extérieure ou justement? Cette aide est insignificative, hein, sérieusement. Donc, maintenant, une fois que vous signez un programme, c'est vrai que là, il peut vous dire ce qu'il faut faire. D'où une vision plus claire des autres autorités par rapport à la monnaie. Parce que quand vous parlez de dépendance, c'est quand vous n'avez pas votre propre monnaie. Quand vous dépendez de l'extérieur pour combler votre gap budgétaire, votre déficit budgétaire, l'aide en fait partie, les prêts en font partie. Donc, il faut que les autres autorités aient un master plan, en fait, pour dire que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, nous voulons sortir du franc CFA, par exemple, pour avoir notre propre monnaie, une monnaie commune. Pour arrêter la dépendance et vraiment contrôler nos finances. Parce que quand tu as ta propre monnaie, là, tu peux te permettre de jouer avec la monnaie pour les exportations, les importations. Là, tu es souverain.
devient une nation souveraine. Oui, par rapport aux partenaires techniques et financiers, est-ce qu'ils seront, de votre point de vue, réceptifs aux orientations proposées par les nouvelles autorités? Ça va être un combat parce que les nouvelles autorités veulent une rupture totale, la manière de faire. Mais là, on sait qu'une rupture totale n'est pas facile. Ça prend du temps. Parce que c'était la même manière de faire depuis les indépendances. Donc, tout à coup, vous venez avec votre manière de voir et vous voulez une rupture totale, ça va être très compliqué et ça va prendre du temps. Mais vous êtes une nation souveraine. Donc, vous avez le droit d'avoir votre propre monnaie. Vous avez le droit de faire vos choix économiques tout seul. Mais pour faire vos choix, il va falloir avoir vos propres ressources. Tu ne peux pas emprunter de l'argent aux partenaires financiers et les dépenser comme tu veux. Ça ne marche pas comme ça. Et aussi, une autre chose très importante pour l'Afrique, c'est la ZLECAf. La ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Ça, on en parle, puis on n'en parle plus. Donc, si c'est l'orientation que nous voulons prendre en tant que continent aussi, moi, je privilégie cette orientation. Honnêtement, la ZLECAf, pour moi, c'est ça qui peut nous sortir de la pauvreté. Ce sera très compliqué pour qu'un seul pays puisse se développer tout seul. Ça, c'est presque impossible à cause de la balkanisation de l'Afrique, à cause de l'héritage historique de l'Afrique, l'esclavage, la colonisation, tout cela, c'est un fardeau. Donc, il va falloir qu'on aille ensemble. Vous prenez le cas des États-Unis, tous les États. Si chaque État était un pays, chaque État aurait pu être aussi pauvre que les pays africains. Donc, c'est ça. Il faut qu'on y aille ensemble, ou bien au moins par zone. La ZLECAf peut être une solution pour l'industrialisation de l'Afrique parce qu'on n'échange pas assez en ce moment. Donc, pour résumer tout ça, c'est une approche multidimensionnelle. Et il va falloir que les autorités des pays africains s'assoient ensemble pour savoir quelle direction l'Afrique veut prendre pour y aller ensemble. Parce qu'à part, ça va être très compliqué. On peut sortir de la pauvreté, mais on ne peut pas se développer. Mais justement, de ce point de vue, comment éviter que ce plan ne devienne un catalogue de promesses, justement, sans une réelle mise en œuvre? Comment? Exactement, vous avez raison. Et c'est la plupart des plans de redressement que nous avons vus dans le passé, souvent. Et ça n'a pas marché, le plan 100 millions, et c'est là. C'est un peu compliqué parce qu'il faut une synergie. Il faut que tout le monde soit de votre côté. Il faut que tout le monde soit réceptif. Donc, ce seront sûrement C'est encore un défi énorme. C'est un défi très énorme et ce n'est jamais facile au Sénégal d'avoir un consensus. Donc, des fois, si vous croyez à un plan, même sans consensus, il faut y aller. Et dans le cadre de l'agenda, quand je parle d'agenda, je parle du calendrier et la gouvernance. Aujourd'hui, en combien de temps peut-on espérer voir les premiers résultats concrets? En combien de temps? À partir d'aujourd'hui? Oui. Une fois que le plan est décliné et annoncé, en combien de temps, du point de vue timing, du point de vue du calendrier et de la gouvernance, en combien de temps peut-on espérer les premiers résultats de ce plan? Je dirais 1 an. À partir d'aujourd'hui, je dirais 1 an. Ça ne peut pas être systématique parce que ça va de pair avec tous les autres problèmes que j'ai énumérés ici. Ça va de pair. Donc, ce plan, c'est pour redresser, encore une fois. Il ne faut pas que les Sénégalais pensent que ce plan va être une solution au problème. C'est un plan qu'on va mettre en place pour le court terme et le long terme. C'est un genre de master plan. Donc, ce n'est pas une dévaluation, ce n'est pas un programme d'ajustement structurel per se, mais c'est d'austérité. C'est plus, de manière correcte, essayer d'assainir les finances publiques. Et pour le faire, il va falloir faire des corrections. Et il faut l'appeler un plan de redressement, mais c'est plutôt des corrections qu'il faut faire. Et ça va faire un peu mal, mais il y aura des résultats quand même. Et quels sont les secteurs qui de plus ressentiront au départ les décisions qui vont être prises? Quels sont les secteurs visés, par exemple? Je me dirais que le BTP. Et là, en ce moment, ils sont même en train de le sentir. Donc, il y avait une pagaille dans ce secteur. Donc, il fallait mettre de l'ordre aussi, quoi. Donc, ce secteur, je pense, parce qu'il n'y a pas un autre secteur qu'on touche. Le Sénégal, c'est le secteur primaire. Et le secteur primaire, on ne peut rien y toucher. Le secteur secondaire est quasi inexistant au Sénégal parce que nous n'avons pas d'industrie. Et le secteur tertiaire, c'est ça qui tire l'économie primaire et tertiaire. Mais est-ce que le secteur tertiaire, c'est le secteur du numérique, par exemple? Absolument. Ça peut être un bonus, une bonne solution pour justement attirer beaucoup plus de financement? Absolument. Absolument. Parce que c'est un secteur qui n'avait pas été pris en compte dans les codes. Le numérique? Donc, voilà. Donc là, il va falloir qu'on change tous les codes et
prendre en compte le numérique, changer beaucoup de choses dans le code pour pouvoir être à jour. Donc, effectivement, on peut tirer de ce secteur aussi. Mais un pays ne peut pas se développer avec le secteur tertiaire. Un pays se développe avec le secteur secondaire. Et c'est ça notre problème. On parlait de secteur, oui, vous pensez à l'industrialisation. C'est ça. L'industrialisation, c'est ça qui fait défaut à la... Et dans le plan de redressement, quelle place pour justement ce besoin d'industrialisation? Ça, c'est à court terme. OK. L'industrialisation, c'est à court terme. D'abord, nous n'avons pas la monnaie pour l'industrialisation. Nous n'avons pas les pôles territoriaux pour l'industrialisation. Que faire des produits finis de l'industrialisation? Donc, il y a autant de questions qu'un seul pays ne peut pas répondre. Il faut les pays frontaliers pour pouvoir répondre, à défaut de la ZLECAf, pour savoir ce qu'il faut faire avec tout ça. Alors, parlons justement des acteurs pour accompagner ce plan de redressement. Quand je parle d'acteurs, je fais allusion aux collectivités locales, le secteur privé, mais également la société civile. Oui, quelle place et quel rôle pour ces acteurs dans justement ce redressement? Il faut les mettre dedans, absolument, surtout la société civile. Parce que la société civile, ce sont des individus qui vont là où vous n'allez pas. Leur voix va où votre voix ne va pas. Donc c'est à eux, il faut vraiment les impliquer. Il faut que ça soit autour d'une table, que l'on discute pour voir les défis, qu'on le fasse ensemble. Parce que quand les populations voient que c'est fait ensemble, là, il y a moins de résistance. Et aussi, les opposants, faut les mettre autour de la... Même si on n'est pas d'accord, les acteurs politiques au sens large, il faut les mettre autour de la table, voir ceux qui veulent venir, ceux qui ne veulent pas venir. Ce sera leur faute. Mais il faut tout le monde autour d'une table quand même pour essayer. Mais il y a certains acteurs politiques quand même, ceux qui ont fait hériter le Sénégal de ce problème, vraiment, il faut les sortir du problème du pays. Honnêtement. Parce qu'ils ont fait ou ils ont laissé faire. Et donc, le plan de redressement doit être mené justement parallèlement justement à la reddition des comptes. Absolument. Et ça, personnellement, si vous me demandez, par rapport à ce qui a été fait, je trouve que c'est assez lent, ce que la justice est en train de faire, Ah oui? honnêtement. Parce que ce qui a été fait par l'ancien régime, c'est excessivement grave. Et je pense que les Sénégalais n'ont pas compris la gravité de ce qui a Vous qui été êtes fait. de l'extérieur, avez une vision laquelle par rapport justement au dossier de la reddition des comptes? Non, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. C'est du grand n'importe quoi, je m'excuse du terme, vraiment. Parce que ce qui a été fait avec les finances publiques, l'enrichissement illicite qui a été fait, et la plupart des choses sont arrivées durant 2 périodes. Le premier mandat et durant la Covid. Est-il possible de le prouver? Absolument. Mais il faut leur mettre des moyens. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'y mettre tous les moyens et le temps? Moi, je me dis que oui, parce que l'argent ne leur appartient pas. Ce sont les générations futures. C'est l'argent des générations futures. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont voulu avec l'argent. Vraiment, c'était la bamboula avec les finances publiques. Dans un autre pays, ça allait se passer différemment. Donc, le Sénégal, alhamdoulilah, est un pays démocratique, paisible, vraiment calme. Mais ce qu'ils ont fait avec les finances publiques, c'est extraordinaire, c'est grave, c'est gravissime, vraiment. Oui, en parlant des acteurs pour accompagner ce plan, vous avez parlé des acteurs de la société civile, des collectivités locales, mais aussi du secteur privé. Ont-ils, les acteurs du secteur privé, une place dans l'accompagnement de ce plan? Absolument. Oui. Mais surtout les collectivités territoriales. Il faut les impliquer dès à présent parce que comme la décision, la vision sont les 8 pôles territoriaux, ça ne peut se faire qu'avec les collectivités territoriales. Si on veut y aller seul, par exemple, sans les autres pays africains, c'est impossible de contourner les collectivités territoriales parce que c'est eux qui connaissent ceux qui sont dans les territoires. C'est eux qui les voient tous les jours. C'est eux qui sont avec eux. C'est eux qui ont une base de données de ceux qui se lèvent dans ces pôles. Donc, c'est inévitable de les contourner. Il va falloir les impliquer dans ça. Il va falloir les impliquer dans le processus. Mais alors, dites-nous, Mohamed Dia, est-il nécessaire justement de mener une évaluation régulière, oui, par rapport à ce plan? Doit-on justement l'accompagner par une évaluation régulière? Absolument. Ça, c'est à la primature. Ça doit être logé à la primature. Et avec avec les pôles territoriaux. Parce qu'en fait, ce plan de redressement, il va de pair avec la vision, l'agenda qui a été mis en place. Donc, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, ce plan de redressement, c'est pour redresser, pour pouvoir mettre en place. C'est pourquoi ça a été annoncé en ce moment. C'est comme le PSE. C'est venu à un moment où il fallait signer avec les partenaires. Donc, comme on va bientôt signer un programme avec les FMI, donc cela, il faut mettre un plan de redressement.
pour assainir et préparer le programme. Parce que le nouveau régime n'a pas encore commencé son programme, absolument pas. Et de ce point de vue, par rapport justement, c'est la troisième partie de l'émission avec Mohamed Dia invité, la perspective. Quand je parle de perspective, je parle de perspective critique et comparée par rapport justement au précédent programme. Aujourd'hui, en quoi ce plan peut-il se différencier des précédentes tentatives de redressement économique? Le plan Sahelum un peu lointain, mais également le PSE. Pour le plan Sénégal émergent, il a été bien conçu, mais mal mis en œuvre. Très, très mal mis en œuvre. Donc, ce qu'il faut faire, il y a les infrastructures qui sont là, même s'il y a des coûts exorbitants et avec des choses pas trop catholiques. Mais ce qu'il faut faire en ce moment, c'est faire de telle sorte que ce plan prenne en compte tous les Sénégalais et que cette richesse puisse rester au Sénégal. Peu importe la croissance économique, mais que la richesse reste ici et que les jeunes puissent trouver de l'emploi. Et donc, ce plan de redressement est de la même nature, par exemple, que le PSE de l'époque? C'est différent. Ah. C'est différent, c'est différent. Le plan de redressement vient avant le programme du nouveau gouvernement. Donc, il faut d'abord assainir, redresser avant de mettre en place. Parce qu'on a annoncé les 8 pôles territoriaux. Mais depuis lors, qu'est-ce qui a été mis pour les 8 pôles territoriaux? Rien. Ouais. Parce qu'il faut d'abord assainir. Donc, c'est ça le plan de redressement. Il faut assainir. Donc, ça va de pair avec l'agenda de transformation à court terme et à long terme. Donc, ce n'est pas juste un plan de redressement qui va être là continuellement. C'est un plan de redressement à court terme qui va juste assainir, montrer comment aller vers le Et céder la place au plan, au programme. à l'agenda national de transformation Sénégal 2050, 2050. Ça, c'est déjà là. Mais pour y arriver, il faut redresser d'abord. C'est ça ce plan de redressement. C'est un préalable, effectivement, préalable, bien l'avez dit, nécessaire, irréversible pour pouvoir mettre en place l'agenda de transformation. Et de ce point de vue, justement, par rapport au contexte international média, quand je fais allusion, en parlant de contexte international, aux tensions géopolitiques, inflation mondiale, mais également, est-ce que cela permet une relance efficace dans un contexte international difficile avec l'inflation? Non, c'est un moment très compliqué. Oui. Vous avez bien raison. Mais heureusement que nous avons les hydrocarbures. Même si nous n'explorons pas beaucoup des hydrocarbures, et je suis très content pour éviter le syndrome hollandais. Parce que je suis très content que là, vraiment, on ne parle pas trop des hydrocarbures. Je ne voulais pas que l'économie sénégalaise mette le focus sur les hydrocarbures pour délaisser. Voilà, donc ce n'est pas notre plan. Notre programme, c'est le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, au sens large. Hein? Donc, pour ne pas s'occuper des hydrocarbures, parce que la rente, elle est presque insignificative, honnêtement. Pour le moment. Pour le moment. Même la manière dont le contrat a été signé, même pas pour le moment. Tant qu'on ne revisite pas ce contrat, on n'y gagne pas trop. Tant qu'on ne revisite pas le code, même des investissements, tout ça, on ne pourra pas trop gagner des hydrocarbures. Donc, c'est bon de ne pas miser trop sur ça et de miser plus sur les autres secteurs. Et de miser trop sur les autres secteurs, c'est-à-dire concrètement, le secteur, l'agriculture, le secteur primaire. Mais renforcer le secteur primaire, quand il n'y a pas de secteur secondaire, c'est encore exporter. Donc, c'est ça. Donc, laisser le secteur primaire là où il est, investir dans le secteur secondaire, au moins, on pourra prendre les matières premières, les déverser vers le secteur secondaire pour enfin exporter. Il faut une chaîne de valeur en fait, et c'est ça qui nous fait défaut. L'agriculture au sens large est là, tout ce qu'on a, les produits, on exporte. Et quand on exporte, malheureusement, on a juste des devises pour payer la dette. Donc, on ne se développe pas, c'est un cercle vicieux. Par exemple, avec toutes les infrastructures qui ont été mises en place par Macky Sall, par exemple, est-ce que cela a permis au Sénégal de se développer? Non. Est-ce que cela a réduit la pauvreté? Non. Donc, les ressources mobilisées ont été très mal allouées. Donc, il faut faire un choix, il faut avoir un master plan et dire, OK, qu'est-ce que je veux? Je veux les 8 pôles territoriaux. Maintenant, pour être compétitif à l'exportation, quand j'ai les 8 pôles territoriaux et que j'ai le franc CFA, est-ce que ça va être possible? Donc, la réponse est non. Donc, pour industrialiser, il faut une autre monnaie. Donc, ce sont des choix qu'il faut faire, en fait. On ne peut pas faire un choix sans l'autre. Pour s'industrialiser, il faut sa propre monnaie, parce que notre monnaie elle est très forte. Donc, in fine, quand le produit est prêt, le même produit que vous vendez, quand on importe ça de la France, par exemple, ça peut être moins cher que votre produit localement, à cause de la monnaie. Donc, la monnaie ne reflète pas l'état actuel de notre économie. Donc, il faut une vision panoramique des choses, et se dire qu'avec le franc CFA, je reste là où nous sommes. Donc, pour changer
le secteur secondaire est industrialisé, il faut changer la monnaie. Mais justement, c'est ça la question suivante. Ce plan sera-t-il compatible avec les engagements internationaux du Sénégal, surtout avec le FMI et la Banque mondiale? Si vous voyez, par exemple, la date de l'annonce du plan et la date d'arrivée du FMI, c'est presque 30 jours. Donc, c'est fait à dessein, je pense, hein, à moins. Donc, une fois que ce plan a été annoncé, le FMI sera au Sénégal pour la signature d'un plan. Donc là, ils pourront en discuter pour voir. Parce qu'il y aura des points où ils ne seront pas d'accord. Et il y aura des points où le Sénégal devra un peu changer parce que nous avons besoin de signer un programme avec le FMI. Donc, il y aura des discussions, c'est sûr. Certes, le Sénégal est un pays souverain, mais c'est un pays ouvert. Quand on est un pays ouvert, on n'a pas juste une vision latérale des choses. On discute, on négocie, c'est comme ça que ça marche. Donc, le plan est là. Donc, ils auront le temps de discuter avec le FMI, le temps que le FMI vienne. Et s'il y a des choses à rectifier, on pourra les rectifier. Oui. Et besoin de clarification, on va partir du déficit budgétaire. Il est question d'assainir avec un déficit budgétaire très élevé. Comment, de ce point de vue, amener les populations à comprendre et adhérer à ce plan? Parce que c'est vrai que le peuple sénégalais est un peuple résilient, mais comment? C'est la grande équation. Ça va être très compliqué de faire comprendre aux Sénégalais. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est cibler Il faut beaucoup de pédagogie. Non, voilà, parce qu'il faut faire, pour moi, il faut taper aux poches. Hein? Oui, à comprendre ce qui se joue présentement. Oui, quels sont les enjeux? Comment, justement, organiser la mise en œuvre? Pour quel résultat? Socialement d'abord. Ce qu'il faut faire, déjà au Sénégal, n'importe quel plan que vous mettez en place, il faut d'abord aider les populations les plus vulnérables d'abord. Il ne faut pas qu'ils sentent ce plan de redressement. Par exemple, les bourses familiales, recommencer à les payer. Après l'audit qui a été fait, ils peuvent continuer à les payer et augmenter même ce qu'ils percevaient. Est-ce qu'il y a marge de manœuvre pour ça? C'est possible de trouver ces sommes-là, parce que ces sommes-là ne sont pas encore ça. Et c'est trimestriel aussi. Donc, au vu de la loi de finances rectificative, on peut voir le montant qui a été inscrit et ils peuvent encore trouver des niches et des crédits pour pouvoir au moins assister les populations vulnérables. Ça, c'est une chose pour éviter les tensions sociales. Donc, taper aux grandes entreprises, diminuer les exonérations et reverser ces ressources aux populations vulnérables pour pouvoir mettre en place ce plan de redressement. Et essayer de parler aux populations, comme vous avez dit, à travers les collectivités territoriales. Il faut plus d'indépendance pour les collectivités territoriales. Et peut-être l'acte 4 va les donner plus d'indépendance, plus de pouvoir par rapport aux pôles territoriaux qui seront érigés. Donc, c'est ça. Il faut essayer d'aider les populations vulnérables, quitte à ce que ceux qui sont nantis soient fâchés pour un bout de temps pour mettre en place ce plan de redressement et que les populations vulnérables ne le sentent pas trop. Vous êtes financier. Quel langage pour un Premier ministre qui se présentera devant les Sénégalais par rapport justement à la déclinaison d'un plan de redressement? Quel langage pour le financier que vous êtes? Bon, ça peut se faire en forme de tournée. Ce serait mieux. Tournée économique, aller partout, parler aux populations, expliquer la vision, expliquer ce plan aux populations. Mais en termes financiers, le Sénégal, ce n'est pas un pays où on explique trop les termes financiers. Parce que ce n'est pas une population qui s'occupe de ça. C'est une population qui veut manger à sa faim, qui va acheter du riz, du courant pas cher, l'eau pas chère, subvenir aux besoins. Les premiers besoins, vraiment. Donc, ce n'est pas une population très compliquée. Maintenant, c'est au Sénégal, c'est au Premier ministre de dire « Ah, tiens, c'est ça le programme. Le FMI m'empêche de subventionner telle chose ou telle chose. » Dire non au FMI par rapport à cette chose. Parce que le président Abdou Diouf a été induit en erreur par le FMI dans ce sens, où il fallait plus subventionner, où il fallait fermer des ambassades, où il fallait réduire l'effectif de la fonction publique. Il a fait tout ça et in fine, il y a eu la dévaluation. Donc, à un moment, il faut savoir faire face à ces organismes et dire non. Pour mes populations, je ne peux pas faire ça, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. Parce que l'objectif, ce sont tes populations. En fait, le Sénégal ne demande pas grand-chose. C'est le coût de la vie. Hein. Parce que les derniers moments du président Macky Sall, justement, il était confronté à cette pression venue, justement, des institutions internationales, notamment l'FMI. Il y a la grosse problématique de l'électricité. Faut-il diminuer? À quel niveau?
justement, il faut aller à un moment donné, c'était pas aisé. Pas du tout. C'est pourquoi il était très fatigué, hein, à un moment avec les populations, avec les tensions. Mais lui, par exemple, par rapport au cas de Macky Sall, c'était les crises quand même, hein. Le deuxième mandat, il y avait beaucoup de crises, mais qu'il n'a pas pu voir en n'ayant pas prévu ça durant le premier mandat avec toutes ces dépenses inutiles qui ont été faites. Donc, c'était ça. Donc, à un moment, ce sont les institutions. Il faut savoir dire non. Ne pas avoir peur de dire non pour vos populations. Et je pense que ce régime-là, ça a cette différence. Il y a ce manque de complexe envers ces organismes pour dire non, mes populations d'abord. Oui. Et finalement, quel est l'intérêt d'un plan de redressement dans un contexte de crise? C'est que peut-être le terme, hein, j'aurais choisi un différent terme, hein, au lieu de plan de redressement, plan d'assainissement, par exemple. Moi, parce que même les mots, hein, dans le sens que dans le contexte, les mots, ça joue. Un plan de redressement, il est bien, mais un plan d'assainissement est encore meilleur. C'est un préalable, comme vous l'avez dit plus tôt, pour mettre en place le programme, pour mettre en place l'agenda national transformation Sénégal 2050. Mohamed Dia, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est encore jouable, dites-vous, lors de la dernière émission, vous disiez que la situation est ambiguë, la situation est sombre. Quel message face à justement des autorités qui doivent s'adresser à des populations déjà très, très, très essoufflées? Il n'y a pas trop de messages, hein. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des niches et aider les populations les plus vulnérables, honnêtement. Et il va falloir que l'État fasse quelque chose, au moins, pour les permettre d'attendre d'ici là. Et le plan de redressement est irréversible. Il est irréversible. En ce moment-là, c'est déjà enclenché et il faut le faire, signer un programme, aller vers les populations, aider les populations les plus vulnérables. S'il le faut, diminuer les exonérations, taper le portefeuille de ceux qui ont les moyens pour reverser, pour avoir une équité au Sénégal, une équité territoriale surtout. La perspective, comment vous la dessinez alors, au-delà de ce plan, l'avenir? Si les gens sont patients et que les autorités ne reculent pas, cette vision peut sortir le Sénégal de la pauvreté. Ah oui. Absolument. Parce qu'en s'industrialisant, pas pour exporter, même pour l'autosuffisance alimentaire, c'est sortir de la pauvreté. Mais il faut une vision panoramique, beaucoup plus claire pour que le Sénégal puisse mieux comprendre l'agenda de transformation. Il y a les 24 à court, moyen et long terme, beaucoup de pédagogie, beaucoup de stratégie, mais dans la vérité. La transparence et la vérité, surtout, parce que c'est ça qui a fait défaut dans le passé. Donc, il va falloir que cette fois-ci, qu'il y ait transparence dans tout ce que l'on fait, qu'on sache que chaque franc CFA qui a été dépensé est le franc CFA de tous les Sénégalais. En tout cas, il est attendu, ce plan de redressement que doit annoncer le Premier ministre sénégalais. La date sera communiquée. Nous suivons de très près justement ce plan, quand, comment, et en discuter avec les acteurs aux Sénégalais de participer. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain. Merci, Mohamed. Merci, Barama, pour l'invitation. Ça a été encore un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. À d'autres occasions pour aller encore plus en profondeur de ce plan qui va être décliné aux Sénégalais. En tout cas, nous l'attendons. Certainement, le débat va se poursuivre avec d'autres acteurs en profondeur face aux Sénégalais. Certainement, de quoi il sera question à moyen long terme pour justement l'avenir économique de ce cher Sénégal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir dans une poignée de secondes. Place à El Hadji Malick Ndiaye et son invité. Gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Vous avez raison. Vous y restez. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé